Bonjour, bienvenue au séminaire du Centre d'Alembert, dont le thème de cette année porte sur ce qu'apportent les sciences participatives au domaine de la recherche, aux pratiques de la recherche. Et aujourd'hui, la séance est dédiée au patrimoine, à ce que les sciences participatives apportent dans le domaine du patrimoine culturel. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Marta Severo, qui est présente ici, ainsi que Edwige Mott en distanciel. Donc il y aura ces deux interventions, chacune va durer 30 minutes. Et suite à ces deux présentations, on pourra débattre, poser des questions avec les deux intervenantes en même temps. Donc aujourd'hui, il s'agit à la fois d'interroger l'effet des sciences participatives sur la connaissance du patrimoine, mais aussi de questionner l'effet des sciences participatives et l'effet de la mise en technologie sur les sciences participatives. Alors par mise en technologie, c'est notamment l'effet des outils numériques, des plateformes sur la recherche, sur la production de connaissances. La mise en technologie des sciences participatives, c'est à la fois une publicité sur les différentes initiatives de recherche et les différentes initiatives culturelles, et puis c'est la possibilité nouvelle de contribuer à distance au domaine culturel, à la production de connaissances. Donc la première intervention est donnée par Marta Severo, que nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui, qui est professeure en sciences de l'information et de la communication à l'Université Paris-Nanterre. Donc je vous donne tout de suite la parole. Alors la question, voilà, ça peut être intéressant de débattre un peu sur qu'est-ce que c'est une plateforme culturelle participative. Là, une plateforme numérique culturelle participative, en effet, on peut donner une réponse très différente à cette question. Voilà. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez en tête. Alors, des personnes pourraient penser à Wikipédia. Wikipédia, là j'ai mis ça c'est la page du tango, parce qu'en effet en France il y a un projet pour lequel tous les patrimoines qui sont inscrits au patrimoine culturel, à la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, ont une page Wikipédia qui a été construite par des bénévoles ensemble au ministère. Mais d'autres personnes pourraient, voilà, et en effet, ce type de plateforme, si on l'appelle comme tel, a un impact très important sur la perception des patrimoines. Et aussi, on peut voir qu'il y a, voilà, des milliers de personnes qui contribuent à la création de cette page. Voilà. C'est pour ça qu'on parle des participatives. D'autres personnes pourraient penser plutôt aux médias sociaux et notamment à des comptes de médias sociaux qui sont créés par des institutions. Là, par exemple, c'est les comptes Instagram du musée du Louvre, qui deviennent des espaces d'interaction entre les publics et l'institution même, avec aussi des formes d'interaction qui pourraient faire susciter du débat. Ça, c'est les comptes TikTok des musées des Uffizi, qui a été connu comme le premier musée qui a utilisé massivement TikTok et voilà, les comptes sont encore très actifs. Ou la réponse peut-être que vous aurez donnée le plus, quand on parle des plateformes participatives culturelles, on pense à des plateformes des sciences participatives, c'est-à-dire des plateformes qui sont créées par des institutions culturelles, dont notamment les archives sont les institutions qui sont les plus anciennement actives dans les milieux de la culture avec ce type d'approche. Et ça, c'est les blogs des archives nationales, voilà, où une personne peut s'intéresser à un projet et faire de la notation collaborative.
Ou sinon, on peut faire de la retranscription. Ça, c'est un exemple d'un projet de la mairie de Saint-Brieuc qui s'appuie sur Zooniverse, qui peut-être ça a été déjà mentionné dans la précédente séance. Zooniverse, c'est la plateforme numérique qui est la plus utilisée au monde pour faire des sciences participatives, qui a la particularité d'être utilisée par tout type de projets, des physiciens, beaucoup de projets en astronomie et aussi beaucoup de projets en littérature, histoire, etc. Et d'un projet ANR qui a terminé l'année dernière, j'ai pu conduire une étude et construire un observatoire qui répertorie 130 plateformes participatives culturelles. D'ailleurs, vous voyez que j'utilise le terme contributif, sur lequel je reviendrai tout à l'heure, qui est un choix politique par rapport aux sciences participatives. L'observatoire est accessible et aussi a été publié dans un ouvrage récemment qui s'appelle Culture en partage. Alors, ce sur lesquels je voudrais attirer votre attention, c'est que dans cette variété de dispositifs, l'état de l'art, la recherche jusqu'à maintenant, s'est divisée dans deux gros groupes qui ne communiquent pas. En effet, on a deux types d'approches que peut avoir aux sciences humaines et sociales, aux plateformes contributives culturelles. D'un côté, on a toutes les études vers les plateformes qu'on appelle amateurs. Ce sont des études qui sont enracinées dans la recherche sur la culture participative, c'est-à-dire une recherche qui se développe bien avant les numériques, dans les années 60-70, autour des fanzines, des fanfictions. Ça veut dire toute la production autour des Star Wars, plutôt qu'ensuite Harry Potter, etc. L'idée que les médias deviennent une possibilité qui permet un outil qui permet à tout le monde de s'exprimer, et on construit un nouveau objet culturel à partir d'objets culturels de départ qui est de la culture avec la C majuscule. Voilà, on a un objet culturel qui devient participatif. Dans ce type de littérature, les sciences participatives n'ont pas de place. Voilà, on n'a pas une approche pour construire de la science, on ne se pose pas des problèmes de protocole, etc. Et alors, beaucoup plus récemment, on a la littérature autour des plateformes institutionnelles qui trouve son origine dans la littérature sur les sciences participatives, qui vient surtout des sciences dures, dans lesquelles les sciences humaines arrivent plus tardivement. Et ce qui se passe, c'est que d'un côté, quand on étudie les plateformes, les chercheurs qui s'intéressent aux plateformes en tant que plateforme amateur, ils s'intéressent à l'individu qui exprime sa passion, qui est expert, qui rentre dans des dynamiques aussi des gamifications, des compétitions avec les autres, et qui les fait pour sa passion et sa compétence, pour s'exprimer. Voilà, je mets toujours cette couverture du Time. Vous savez que chaque année, les Time dédient un numéro au personnage de l'année. On a la couverture de Barack Obama qui est très connue, voilà, peut-être que vous avez l'image en tête. Et en 2004, les journaux ont fait le choix de dédier la couverture à You, parce que c'est l'année du Web 2.0 et de la centralité de l'individu qui peut exprimer sa passion et ses compétences à travers Internet. Et de l'autre côté, les cadres théoriques complètement différents, c'est les collectifs qui construisent la connaissance à travers les interactions des citoyens, et la connaissance, ce n'est pas l'expression individuelle, mais c'est notamment des données standardisées. Et ce qui, pour moi, sur les points sur lesquels il faut vraiment s'interroger, que cette division dans l'état de l'art porte parfois, souvent d'ailleurs, à une vision de ces plateformes comme opposées qui tendent à voir les plateformes amateurs qui aujourd'hui sont notamment des plateformes commerciales, comme ça peut être les plateformes Goodreads qui est créée par Amazon, en France, Sans Critique, Babelio, plus d'autres, j'ai mis Génianet parce que c'est un gros méchant, tout ce qu'il y a la généalogie sur lesquelles aujourd'hui je vais parler du cas des généalogistes. En effet, on tend à voir les plateformes amateurs comme des plateformes méchantes
c'est-à-dire qui sont aujourd'hui portés par des objectifs commerciaux dans lesquels on ne produit pas vraiment de la connaissance, mais sont juste des espaces d'interaction qui répondent aux besoins, à des objectifs, des profits des acteurs qui mettent à disposition la plateforme. De l'autre côté, on tend à idéaliser les plateformes institutionnelles, les considérer comme les gentils qui produisent de la connaissance, qui alors font participer les citoyens pour, dans le cadre du bien commun, voilà, d'une vision plus élevée et voilà, de la connaissance. Et alors, j'aimerais bien mettre en discussion cette opposition aujourd'hui. Et voilà, là j'ai fait quand même une petite parenthèse, à savoir par rapport aussi à l'intitulé, voilà, et votre thématique spécifique. Il faut savoir qu'en France, dans les milieux de la culture, on ne parle pas vraiment des sciences participatives, mais on a une autre étiquette, mais bon, je l'ai dit juste pour être clair sur le fait que je parle de la même chose. En France, le ministère de la Culture a créé l'étiquette recherche culturelle participative. Alors, c'est une étiquette créée par la politique, c'est-à-dire si vous faites des recherches dans la littérature ou même dans la littérature grise avant les 2017, ces termes n'existent pas. Les termes apparaissent pour la première fois dans la stratégie de la recherche du ministère de la Culture en 2017, qui pose dans les objectifs et les mesures l'objectif de créer des approches participatives dans les champs de la culture. Et voilà, dans les moyens, les faits, voilà, il y a l'expression pour la première fois, sciences participatives et recherche culturelle. Aujourd'hui, c'est une étiquette qui est consolidée. Hein. Bon, en effet, ça correspond à cette définition générale des sciences participatives, qui est la définition qui est adoptée en France, que vous avez sûrement déjà vue voilà, dans la première séance. Et alors, bon, ça c'est vraiment juste une parenthèse, juste pour dire, dans mon propos aujourd'hui, parler des recherches culturelles participatives et sciences participatives, pour moi, sont des synonymes. Mais quand on est en face de cette étiquette, du point de vue des plateformes, et sachant que pour moi, dans la pratique, dans les terrains, c'est vraiment difficile de retrouver cette démarcation, cette frontière entre les deux. Entre les deux types, en effet, je me suis interrogée finalement qui sont les non-scientifiques professionnels, quelles sont leurs motivations. En effet, je propose de reprendre cette interrogation de la différence entre plateforme amateur et plateforme institutionnelle, prenant les points de vue du participant et m'interrogeant sur le fait, est-ce que les participants ont une motivation différente si il est sur une plateforme amateur ou s'il est sur une plateforme institutionnelle, et qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui des participants des sciences participatives. Bon. Et ce que je chercherai à montrer rapidement, c'est qu'en effet, ces espaces, bon, j'ai mis cette image parce que je trouve plutôt clair, ces espaces numériques sont très proches. Et en effet, les utilisateurs qui s'intéressent aux sciences participatives, ou en général au fait de produire de la connaissance de manière collaborative, ils tendent à se déplacer facilement d'un espace à l'autre, qu'il soit commercial, ou associatives ou institutionnelles, ils vont construire leur trajectoire personnelle qui devient indépendant à certains moments des objectifs de la personne, de l'acteur qui a créé la plateforme. Voilà, ça c'est un peu du spoiler de la conclusion. Et voilà, pour arriver là, je vais vous proposer un résumé pour moi, quelles sont les 5 raisons principales aujourd'hui pour lesquels les participants participent dans des projets numériques participatifs, alors pas seulement selon l'étiquette. Je fais abstraction des différents cadres théoriques et j'identifie 5 motivations principales qui sont plutôt, je vais vous les décrire dans un cadre diachronique. En effet, c'est vraiment l'évolution de l'état de l'art qui retrace ces 5 possibilités. Comme je l'ai dit, alors très rapidement, la première raison qu'on identifie, une personne participe à la connaissance, c'est la figure de l'amateur, bon, que vous connaissez très bien, qui existe depuis des siècles, qui veut exprimer son goût, sa passion, avec une vision même élitaire, et qui aujourd'hui, voilà, devient, on passe de l'amateur au professionnel selon
combien, si la personne est rémunérée ou pas, pour le faire très simple. Mais derrière, la première raison de la participation, c'est la participation pour moi, une participation individuelle pour exprimer ma passion, pour construire de la sociabilité qui répond à mes intérêts personnels. Et pour construire alors mon identité numérique par rapport aux autres, mais toujours centré sur mon ego. La deuxième raison, voilà, et ça correspond à la première étiquette des plateformes. La deuxième raison, voilà, qui émerge dans le deuxième temps, c'est celle qu'on retrouve dans les plateformes, quand on est dans les cadres des plateformes des sciences participatives. Évidemment, on ne met pas en avant les motivations individuelles. En général, quand on étudie, on construit une plateforme, on pense qu'on la construit pour permettre aux personnes de contribuer au bien commun. Voilà, là, on a un mouvement, voilà, toutes les plateformes du musée d'histoire naturelle, et j'ai mis Transcribet. Transcribet est la première plateforme la plus importante historiquement dans les champs de la culture, hein, les projets les plus anciens des sciences participatives dans les sciences de la culture. Et je ne me suis pas préparée. Est-ce que je peux passer une vidéo? Ça marchera? Oui. J'aurais dû les tester avant. C'est pas grave, hein, si ça passe pas. Ouais, j'imagine. C'est pas grave. Et par contre, là, je dois revenir sur mon diaporama. Voilà, ça c'était simple. Bon, si vous regardez une vidéo, ça c'est une vidéo des présentations du musée d'histoire naturelle. Quand les musées d'histoire naturelle présentent ces projets, par exemple le Bird Lab, c'est un projet dans lequel vous pouvez construire des mangeoires pour observer les oiseaux qui viennent et après avec une application vous tracez à quelle heure ils viennent, à quel moment de la journée, etc. Dans les lexiques, dans l'univers sémantique sollicité du muséum, c'est un univers qui vous dit on vous apprend à faire ça, vous suivez les protocoles. En effet, il y a une dynamique d'incapacitation, d'empowerment, c'est-à-dire vous participez, vous allez sous la plateforme numérique, sous l'application, parce qu'en effet, moi, institution, j'ai une connaissance que je peux vous passer autour des oiseaux, autour des plantes, etc. Et vous les faites, oui, pour contribuer à la connaissance, et vous pouvez les faire parce que moi, je vous donne un protocole, vous les suivez. C'est-à-dire qu'on est dans une rhétorique complètement différente de la première motivation. Et les deux tendent à se construire de manière complètement séparée. C'est-à-dire, un acteur commercial ne penserait jamais de sortir des dynamiques d'empowerment dans sa communication. Et de l'autre côté, une plateforme institutionnelle difficilement mettra en avant les motivations individuelles dans la rhétorique construite autour d'une plateforme. Et cette dynamique voilà, là c'est pour arriver à mon terme contributif, il faut savoir que bon, si vous allez vous avancer dans votre séminaire, vous découvrirez qu'en France, on parle, si on devient un peu militant, rapidement on glisse des participatives à contributives. Et le terme contributif vient des travaux de Bernard Stiegler qui considérait que quand on fait de la participation, on doit aussi construire un modèle économique. En effet, l'idée des contributions indique que l'acteur les citoyens doivent avoir un retour aussi économique de sa participation. Bon, je ne vais pas plus loin, c'était juste pour expliquer. Alors, ça, c'est l'état de l'art classique. Aujourd'hui, ça a évolué parce qu'on a différentes motivations. En effet, on a un état de l'art qui devient de plus en plus pessimiste. Je dirais comme ça. Les chercheurs, quand ils étudient les plateformes numériques, et même dans votre vécu, on tend à avoir une vision de plus en plus qu'on est manipulé, exploité, surveillé, etc. Et il y a différents degrés qu'on peut identifier qui justifient notre participation. Alors, la troisième motivation, c'est ce que j'appelle de la réciprocité, des dons numériques, c'est-à-dire c'est la reprise des théories de Marcel Mauss.
Et c'est l'idée qu'en effet, on contribue dans une plateforme numérique, on contribue dans les sciences participatives, c'est parce qu'on attend quelque chose en échange. Alors, l'exemple classique, c'est sur les médias sociaux qu'on contribue parce qu'on s'attend que les autres nous donnent un like, voilà, en reconnaissance de quelques types, mais on peut les retrouver aussi dans des plateformes des sciences participatives où de plus en plus, on donne la possibilité de montrer sa compétence. Il y a des classements, des qui fait plus des fiches ou des choses comme ça. Voilà. C'est-à-dire qu'on est dans une dynamique d'échange, on n'est plus dans une vision désintéressée. Voilà, mais un échange qui n'est pas spécialement, c'est un choix, ce n'est pas la plateforme qui choisit pour nous. Aujourd'hui, cette vision est considérée, que moi je porte à titre personnel, est vue encore comme trop optimiste et on tend à voir plutôt une autre vision, celle qui s'appelle de la servitude volontaire. Voilà, la servitude volontaire, c'est une étiquette qui vient de la Boétie, hein, ce n'est pas créé avec les nouvelles technologies, mais exprime d'une manière plutôt claire notre rapport aujourd'hui à la technologie, aux plateformes numériques. Quand je suis en cours avec mes étudiants, je fais toujours le même exemple. Je leur dis, bon, faisons les cas que demain, il y a partiel. Vous avez cours avec moi à 8h30, il y a les partiels. C'est vendredi, vous sortez de la maison, vous avez oublié les téléphones. Là, vous devez choisir où vous allez faire les partiels, où vous allez chercher les téléphones chez vous pour pouvoir sortir avec vos copains le soir. Et en général, il y a une personne qui n'a pas le courage de déclarer qu'il rentre à la maison à chercher son téléphone. Tous les autres sont très honnêtes dans déclarer leur rapport de servitude volontaire par rapport à la technologie. Et c'est la même dynamique qu'on a derrière quand on accepte les conditions d'usage de Google, parce que si on n'accepte pas les conditions d'usage, on ne peut pas accéder au service Google, plutôt que d'autres services de surveillance de différents types. Et alors, voilà, l'idée c'est pourquoi aujourd'hui on participe dans différentes plateformes participatives, c'est aussi parce qu'on est dans une dynamique qu'on ne se pose même pas les choix, voilà. C'est-à-dire on y participe parce qu'on veut accéder à certains services, parce qu'on est dans une dynamique collective, voilà, de surveillance, parce que c'est les systèmes qui nous font participer. Et ça, ce n'est pas seulement pour les plateformes commerciales. Voilà, je vous propose de les lire en diagonale par rapport aux deux dispositifs. Voilà, l'exemple des cookies, c'est l'exemple classique, etc. Et c'est l'idée. Et là, ça, on glisse rapidement vers la dernière, que c'est les digital labor. Alors, par rapport à la servitude volontaire, la nuance qu'ajoute les digital labor, c'est l'idée qu'on fait du travail qui devrait être salarié. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement un problème qu'on est exploité dans le sens qu'on n'a pas le choix d'utiliser la technologie ou pas, parce qu'on est dans un système dans lequel on se retrouve obligé pour X raisons, mais aussi notre contribution, ça devrait être rétribué. Alors les digital labor, l'exemple classique, c'est les Mechanical Turk. Les Mechanical Turk, c'est une application qui est sur Amazon, que d'ailleurs les étudiants ils utilisent aujourd'hui. Vous pouvez dire j'ai 2 heures de mon temps et vous faites des tâches hyper basiques et vous êtes très mal payé, ou c'est aussi le cas de tout ce qui est de la modération des médias sociaux, les personnes qui gèrent la censure sur Facebook plutôt que d'autres, et ça arrive à d'autres espaces comme Deliveroo, etc. Et les noms, ce qui est très intéressant, les Mechanical Turk, c'était cet outil-là à la base, voilà. C'est-à-dire c'était un meuble dans lequel ça semblait que la personne jouait à échecs toute seule, mais en effet, il y avait une personne cachée dans les meubles, et c'est un exemple du travail caché. Alors, pour revenir à ma question et un peu aller vers la conclusion, en fait, je pense que c'est ce que je cherche à montrer, que si on rentre par les motivations des participants, on peut voir que les motivations ne sont pas simples. C'est pas aussi simple de dire qu'on va sur une plateforme institutionnelle parce qu'on est motivé par les biens communs, et on est sur une plateforme commerciale parce qu'on est motivé par nos intérêts individuels. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Les problèmes de servitude volontaire et digital labor émergent dans tout dispositif numérique, et ce qui compte, c'est vraiment notre trajectoire personnelle. Et pour les montrer, les généalogistes, j'ai fait un terrain, voilà, sur les généalogistes, ça a duré beaucoup d'années. C'est un exemple excellent
Parce que alors, qui sont les généalogistes? Les généalogistes sont des personnes qui, à la base, sont intéressées par leur histoire individuelle. Ils veulent retrouver leur arrière-grand-père, arrière-grand-père. Et à partir de là, à travers notamment cet outil qui est l'arbre généalogique, qui est l'outil le plus utilisé par les généalogistes, ils peuvent élargir ils peuvent s'intéresser à toutes les personnes d'un déterminé village, d'une phase historique, etc. Voilà. Et ils vont vers une connaissance plus globale. Et pour réaliser leurs tâches, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sur des plateformes de sciences participatives, ils vont sur la plateforme des archives, ils vont annoter, voilà, ils font ce qui est prévu par des plateformes institutionnelles, ils vont aussi en archive et ils vont numériser des documents, faire un travail qui devrait être rétribué et qui n'est pas rétribué. Ils vont aussi les week-ends dans des cimetières et utilisent leurs médias sociaux pour diffuser des photos. Et ils vont sur différentes plateformes, des wikis associatifs, des plateformes commerciales, voilà, les plateformes institutionnelles, ils ont leur trajectoire personnelle. Enfin. Et ils se déplacent pour différentes motivations, ils contribuent dans différents espaces. Et voilà, je m'arrête là. Et en effet, cet exemple-là, bon, même si je l'évoque très rapidement, montre clairement que quand on travaille sur les sciences participatives, on doit porter beaucoup plus d'attention sur les motivations des personnes qui viennent dans notre espace numérique plutôt que sur nos objectifs de la plateforme en soi, parce que sinon, on risque de passer à côté de ce qui se passe vraiment dans l'espace numérique. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là, ma demi-heure est terminée.